Je voulais reprendre à l'époque où où je suis en train tout doucement de terminer cette thèse de doctorat. Je fais ma thèse de doctorat en 1996. Je vais avoir 39 ans, donc c'est vraiment une vie précédente hein, que j'ai eue, que je termine ma thèse de doctorat. J'ai déjà toute une. Je ne suis pas un jeune qui fait sa thèse de doctorat, si on veut. Donc j'ai déjà une vie. Et les gens me prennent comme quelqu'un qui a déjà une expérience, si on veut. C'est un peu ça, il faut quand même restituer, sinon c'est compliqué. Et ce que je n'ai pas dit, c'est qu'à partir de l'expérience, en fait, de conseiller d'Antoine Savoie-Degaut, donc le président de la Commission nationale de la décentralisation au Burkina Faso, j'écris un premier livre, en fait, Les pouvoirs politiques locaux et la décentralisation. C'est un livre où j'essaye d'écrire à partir de cette expérience ce que pourrait être en fait des communes rurales basées en fait sur le savoir-faire et surtout sur le système normatif populaire villageois, voire coutumier. Et comment la coutume pourrait rentrer en dialogue avec une normativité étatique unitaire. Donc c'est le premier livre que je produis et qui va me dans ce monde particulier qui va avoir un impact, il va être discuté en fait. Les propositions vont être discutées. Ça va être surtout des conseillers français qui vont liquider ça pour ne pas que ça passe, parce que trop hors du système habituel, si on veut. Et alors, à l'époque donc c'est au même moment, donc j'écris ce bouquin-là, et puis j'écris dans la foulée en fait ma thèse de doctorat, et qui pour moi était une continuité. C'était pas tellement, ça va dans une suite logique parce que ma thèse de doctorat qui repose sur cette histoire d'une association paysanne, c'est ce qui, je dirais que la préface, c'est quasiment le bouquin que j'avais sorti, Les pouvoirs politiques locaux. Quand je sors Le Don comme ruse, une association paysanne en pays Mossi, c'est une suite logique pour moi de ces années de terrain que j'avais vécu sans trop savoir que j'étais anthropologue finalement. Il faut que j'arrive au bout de cette écriture. Alors à cette époque, Mike m'avait profondément formé, je veux dire, dans ce qu'est Mike, c'est-à-dire la réflexion épistémologique, dans la déconstruction des catégories, et je pense que je termine cette thèse avec une critique acerbe, complexe, difficile en fait, exigeante du monde de la coopération au développement. Donc très vite, je fais une thèse plutôt dans le sillage des études du développement, mais en aucun cas opérationnelle face à la coopération au développement. Et donc très vite, l'APAD, même Jean-Pierre Desardins ne s'y retrouve pas très bien dans ce que j'ai voulu faire. C'est quelque chose plutôt un peu comme un ovni, si on veut, dans le monde des thèses de doctorat en anthropologie. J'ai une thèse de doctorat en études du développement, c'est-à-dire ma thèse ne porte pas le mot anthropologue. Ça n'existe pas à Louvain à cette époque-là, en fait. Ça n'existe pas. Et en 1900, en 1996, en fait, très rapidement, un de mes collègues, qui est devenu mon collègue après, je n'étais pas du tout mon collègue, Robert de Liège, qui est un spécialiste de l'Inde, qui avait travaillé, qui avait sorti déjà, plus âgé que moi, qui avait sorti des ouvrages déjà importants, quitte, il était l'anthropologue au service des sociologues, pour le dire comme cela, et il quitte, fâché, en fait, le monde de la sociologie louvaniste, pour s'installer en fait dans une autre fac en lettres. Et donc la place est vide. Et très vite, les sociologues qui m'avaient repéré, moi j'étais à l'Institut d'études du développement avec Mike, me proposent tout de suite, pour ne pas qu'il y ait de trou, de combler un cours. Un cours que donnait Robert de Liège, et ça fonctionne en fait. Le cours marche, il y a les étudiants, enfin ça marche, et ils sont satisfaits. Et l'un ou l'autre viennent me voir en disant Pierre-Jo, tu comptes faire quoi, etc. Et Daniel et moi, on ne sait pas. À l'époque, ma mère avait de multiples contacts avec les États-Unis. Et donc, elle me dit, mais enfin, pourquoi tu ne vas pas voir aux États-Unis, tu auras plus de facilité, enfin, tu apprends mieux l'anglais et puis tu auras plus de facilité là-bas. Et elle me met en contact avec des gens
au Texas et avec des Texans, universités, des équipes d'anthropologues, et ça fonctionne. Donc j'ai les premiers contacts, c'est plausible. Et Daniel et moi, nous hésitons en fait à pourquoi pas faire nos vies aux États-Unis, on ne sait pas très bien quoi. Moi, j'envisage en aucun cas faire une carrière de prof universitaire à l'époque. Je ne sais pas quoi en fait. Je suis dans une synthèse entre sociaux, anthropologie, et encore des restes d'agro qui sont présents. Donc c'est un peu ça dans la tête, même si je suis devenu anthropologue professionnel, incontestablement, grâce à Mike. Et des collègues en fait, de Mike, et Mike lui-même, viennent me voir en disant pars pas. Il y a quelque chose, enfin, on a envie que tu restes dans les parages. À l'époque, je ne savais absolument pas qu'un poste pourrait s'ouvrir à Louvain en anthropologie. Et il me dit, mais on ne peut absolument rien garantir, c'est un concours international et que le meilleur l'emporte. Mais en tout cas, peut-être attends au moins que ce poste s'ouvre. L'année suivante, le poste s'ouvre et je suis nommé à Louvain, temps plein comme prof. Je crois que j'ai juste 40 ans quand je suis nommé à Louvain, en fait. Temps plein avec une charge de cours d'emblée, c'est-à-dire que tous les cours que Robert avait lâchés, il n'y avait plus de cours en sociaux, donc les anciens cours d'Albert d'Outreloup, les quelques cours que Mike donnait. Mike est à l'Institut d'études du développement, je reprends tout d'emblée. Donc une charge complète et j'ai tout à faire. C'est-à-dire que j'ai mon histoire qui est la mienne, mais de là à enseigner, là je n'ai pas l'habitude. Hein. C'est-à-dire que l'expérience que j'ai devant un auditoire, c'est compliqué au départ. Et donc je dois apprendre la pédagogie, je dois apprendre à énoncer des théories complexes où chez moi c'est effervescent. Et donc les jeunes ne comprennent pas beaucoup. Donc au début, c'est pas simple pour moi. Ça a été des années compliquées pour réussir à rentrer, je dirais, dans un nouveau métier en fait. Et je reste en doute les premières années. Je ne suis pas sûr que je ne vais pas faire autre chose quand même. Je reste en doute ces premières années. Alors pourquoi je doutais? Mike est à l'Institut d'études du développement. Je suis l'anthropologue des sociologues. Je les apaise parce que j'ai un diplôme en sociologie et ils m'ont connu la plupart comme étudiant turbulent en sociaux. Et finalement, ils ne me demandent pas de faire de l'anthropologie. Ils me demandent de donner quelques cours d'anthropologie et puis point dans le diplôme de sociologie. Donc il y a un DEC, un diplôme d'études complémentaires, quelques cours que je donne à l'intérieur du diplôme de sociaux pour ceux qui veulent. C'est tout, c'est la seule anthropologie qu'il y a. Et bon an, mal an, Mike et moi, nous avons 4-5 étudiants maximum par an qui suivent nos cours d'anthropo. Assez vite, le doyen vient me voir. Je ne connais peu de choses qu'au fonctionnement institutionnel d'une université aussi complexe que Louvain, une grande université complète, avec une histoire de presque de 600 ans, enfin un mode de fonctionnement, on imagine, compliqué. Le doyen, Hubert Gérard, m'appelle et il m'explique quelque chose de complexe. Il m'a dit, Pierre-Jo, l'anthropologie aujourd'hui chemine énormément. On ne sait pas, nous, à Louvain, où il faut la déposer. Est-ce qu'on doit faire de l'anthropologie à Louvain ou pas? T'es nommé, Mike est comme il est, mais au niveau institutionnel, il ne va pas nous aider à clarifier l'affaire. Il me le dit clairement. Il m'a dit, il faut que tu nous aides. Et il me dit, écoute, il y a la psycho, il y a l'histoire, il y a la philo, qui lorgnent sur l'anthropologie et l'archéologie qui veulent créer une unité d'anthropologie ou faire quelque chose. Nous, on veut que ça reste dans notre fac. Parce qu'il nous semble que c'est logique qu'elle reste chez nous. Il y a eu Albert et il m'explique la familiarité avec l'anthropologie chez nous. Et il me dit, débrouille-toi. Je venais d'être nommé, ça faisait 6 mois, même pas 1 an. Je dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et il me dit, débrouille-toi pour nous faire... Et je me mets à réfléchir, on voit Mike, on discute beaucoup ensemble, et on lit des articles, on fait chacun un peu le tour. Et on se rend compte que, en fonction de notre histoire, de Mike et de l'anthropologue qu'il est, et de mon histoire qui est la mienne, il serait intéressant plutôt que ça reste du côté du développement ou du côté de la sociologie. On avait lu Alain Testard à l'époque qui avait publié un article passionnant sur le fait que le corpus en anthropologie classique était en voie de terminer et que sans doute il faudrait des gens qui vont, avec une critique historique avérée, vont relire les monographies et sans doute s'installeront à la fac d'histoire pour relire les monographies avec de la critique historique et refaire un travail sur ce qui a été fait. Mais que le corpus, globalement, des sociétés coutumières était en train de se refermer.
Et en effet, moi j'avais fait une thèse sur le changement social alors que j'étais au cœur du mot si coutumier, mais le mot si coutumier était déjà en train de se déliter, si on veut, à l'époque. Et Mike et moi, après de multiples hésitations, vraiment, hein, vives hésitations, on met ça où? En philo, en histoire, etc. Finalement, on décide vraiment à deux d'aller voir les sociologues et de leur dire on va mettre ça en sociaux. Et finalement, c'est avec les sociologues que le deal va se passer. Et donc, on va voir le doyen, on lui explique ça, il nous dit OK. Et donc, les doyens, entre eux, en fait, proposent une directive en disant l'anthropologie à Louvain, que personne ne lorgne là-dessus. Vous pouvez emprunter des cours, mais les cours seront donnés à partir de la sociologie, de la fac ESPO, et c'est à partir de là que la concentration des ethnologues va se faire. Et puis j'ai un deuxième problème, c'est que je suis appelé par le recteur de Louvain, qui avait signé mon contrat. Pour moi, c'était un type absolument, je n'avais jamais rencontré, inatteint. Je suis convoqué, je sais que faire, je ne connais pas l'objet. Et heureusement, il y avait un sociologue qui était vice-recteur à l'époque, Michel Molitor. Je l'appelle et je lui demande, Michel, enfin je ne sais pas si je le tutoyais à l'époque, il faut que tu m'expliques dans quoi je suis. Et il me dit, je vais me renseigner et je te dis quoi. Et donc il se renseigne et il vient et il me dit, Pierre-Jo, il y a un problème, c'est qu'on est dans une grande réflexion entre les différentes universités pour réfléchir où nous allons mettre, on ne sait peut-être plus entretenir toute discipline. Et je lui dis, oui, mais explique-moi. Ben, je pense que l'anthropologie, ce sera l'ULB, qui me dit. Donc le deal est un peu ça entre les recteurs, voire les politiques, qui avaient demandé une rationalisation. Et il me dit, comme il n'y a pas d'anthropologie vraiment à Louvain, Marcel Crochet propose de laisser ça à l'ULB. Et ben, toi, tu n'as qu'à enseigner l'anthropologie au sein des sociologues et tout, t'inquiète pas avec ça, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Mais je lui dis, non, j'ai pas envie de ça. C'est-à-dire que je pense qu'il est important qu'on ait de l'anthropologie à Louvain. Ben, il dit, t'as qu'à le convaincre alors. Tu convaincs ton recteur de l'importance et tu peux lui faire mettre dans les cases qui gardent l'anthropo et on verra bien ce qu'on en fera. Mais il me dit, fais attention, il n'est pas facile. Enfin, c'est un homme habitué à diriger, tu vas voir. Et Michel me dit, tu dois le convaincre en 5 minutes. Et donc je prépare mon affaire, je suis convoqué, et en effet, j'arrive, le recteur ne met absolument pas à l'aise, enfin c'est pas facile. C'est un homme assez. Enfin, moi j'étais impressionné. Et il me dit, écoutez, il regarde sa montre, et il dit, écoutez, dans 5 minutes, j'ai une autre réunion, et donc expliquez-moi pourquoi vous avez voulu me voir. Donc il me parle comme ça, et je lui dis, écoutez, je souhaiterais que Louvain garde l'anthropologie. Je lui explique, comme Molitor m'avait dit. Donc il m'avait dit, aucun blabla, direct. Et il m'avait expliqué, si après 2 minutes, il appelle la secrétaire pour prendre note, t'as gagné. Et en effet, après 2 minutes, il appuie, il appelle la secrétaire qui arrive, et il me dit, bon, allez à la table à côté, vous lui expliquez ce que vous voulez, et je suis d'accord, point. Et donc, je lui demande en disant qu'il faut garder l'anthropologie à Louvain, j'explique un peu, et je lui fais déjà un schéma tel que le doyen ou Michel Molitor m'avait dit, et je lui donne quelques schémas, il me dit, OK. Et en effet, dans les années et les mois qui viennent, c'est vraiment ça qui va être exécuté. C'est-à-dire, lorsque je vais pouvoir demander, en fait, de réfléchir à la création modestement, en fait, non plus d'un DEC, mais d'un DES, diplôme d'études spécialisées en anthropologie, une année complète, et donc quelques cours, je vais avoir l'autorisation. Pour le dire franchement, c'est l'époque où on va créer le laboratoire d'anthropologie prospective, il n'existe absolument pas. C'est Mike qui a l'idée face à la sociologie et face à l'anthropologie qu'il jugeait, lui, dans ses termes à lui, comme classique. Et il dit, il faut vraiment qu'on fasse un grand coup. Et là, il y a que Mike, qui était mon aîné de plus de 20 ans, plutôt philo-épistémologue, un type qui avait fait sa thèse de doctorat avec Ivan Pritchard, en fait, pour moi un monstre sacré en fait, de l'anthropologie. Il dit, Pierre-Jo, il faut y aller, hein. Carrément, on va mettre le mot prospectif. Et quand je lui dis, Mike, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il me dit, Pierre-Jo, t'occupe pas, on verra bien après. On va d'abord mettre le mot, ainsi ça nous permet de nous distinguer de tout ce qui a été fait, et puis on verra bien comment on va produire en fait une théorie là-dessus. Et quand je lui demande à Mike, en disant, mais ça va être difficile, il dit, t'inquiète pas, on va y aller, on va monter au créneau, on va produire une épistémologie liée avec ce qu'on a inventé, mais il faut vraiment qu'on se distingue. Et Mike a cette intuition-là, et Mike me dit clairement, Pierre-Jo, le reste institutionnel, tu as voulu demander l'anthropologie à Louvain, moi je ne voulais pas ça. Moi j'ai mes bouquins, j'écris, je lis dans mon bureau et dans mon grenier, et tu ne m'embêtes pas avec tout ça. Et donc il va me dire quelque part, l'institutionnel, ok, mais c'est toi. Et moi, je t'aide à fond pour construire, en fait, intellectuellement,
l'anthropologie à Louvain. Et ça va être un tandem entre nous. Donc nous allons déménager, lui et moi, de lieu. On va se retrouver dans les quelques bureaux de l'Institut d'études du développement, mais dans le Jacques Leclerc. Et on est ensemble, en fait. On a les bureaux l'un à côté de l'autre. Et évidemment, alors le courant passe, on boulotte énormément ensemble, avec un immense plaisir. Et progressivement, je vais proposer aux sociologues, à un moment donné, de grandes réformes. Je ne sais plus quelle réforme c'était, où on passe en 5 ans et non plus en 4 ans. Donc il y a une année en plus qui est créée. Et je leur propose d'inscrire, en fait, un master en anthropologie à l'intérieur du système louvaniste pour le mettre au niveau politique. Mais pas de cours, pas de nomination, pas de prof. Et donc tous me disent, ok, si tu veux mettre ça à titre purement conservatoire et politique, ok, on le met. Et on le met, mais sans possibilité. Et c'est dans ces moments-là où les cours sont extrêmement minces, on n'a même pas 100 heures, 120 heures de cours, donc ça veut dire que 4-5 cours, même pas à deux, Mike et moi, où finalement, progressivement, on commence à lorgner en fait, sur les cours de sociaux. Des cours de sociaux qui sont soit mis au frigo, comme on disait, qui ne sont pas donnés, ils ont une réserve, ils ont beaucoup de profs, une réserve, et on commence à se dire, Mike et moi, qu'on pourrait peut-être récupérer certains cours et les anthropologéiser. À ce moment-là, est nommé, c'est-à-dire que dans le paquet, pour m'apaiser, les sociologues me disent on va te donner un assistant. Parce que je suis turbulent, hein, il ne faut pas vous imaginer que ça se passe comme ça. Et la guerre commence à être violente, pour le dire intellectuellement, hein, pas au niveau des gens que je respecte évidemment, mais difficile avec la sociologie, qui ne veulent pas entendre parler d'anthropologie. Et donc pour eux, je suis vraiment le coucou à l'intérieur des sociologues. Surtout que je suis sociologue, donc j'ai la légitimité, je parle avec eux, je connais leur langue. Mais en même temps, je suis le coucou qui grandit et ça les ennuie. Et il me dit, bon, écoute, comme nous on a 4 assistants, on t'en donne un, mais après c'est terminé, tu arrêtes. Et en fait, avec beaucoup de, je sais pas, d'intuition et sans doute de séduction de ma part, je suis séduit par une personnalité de quelqu'un qui postule, qui est Olivier Servet, qui est prof aujourd'hui, il est jeune, sortant d'histoire, et il est intéressé par l'anthropologie qu'il connaît peu. Il n'a pas encore vraiment de terrain à l'époque, mais ça me séduit. Il est militant auprès des jeunes étudiants, donc un des militants, et il connaît parfaitement l'institution. Et je suis séduit par sa personnalité, il devient assistant, et très vite ça devient un trio, Mike, Olivier et moi. Et je pense que c'est le trio qui va progressivement, je crois, réfléchir, progressivement, calmement, en paix, en, je dirais, 10-15 ans, à la création d'un laboratoire d'anthropologie prospective maintenant, et à l'anthropologie à Louvain. On va mettre ça au point millimètre par millimètre, en essayant de faire au mieux, mais à chaque fois on s'en prend. À chaque fois qu'on grappille à l'Institut du développement ou en sociologie un cours ou deux ou quelque chose, évidemment on devient, et donc l'anthropologie devient quelque part la bête, enfin, le répulsif d'autres, parce qu'on est en train de grignoter de l'espace, si on veut. Alors à ce moment-là, je me retrouve, je dirais, dans une situation où j'ai besoin d'avoir des référents beaucoup plus importants. Et c'est à ce moment-là, où, au même moment où je vais encore pas mal au Burkina Faso pour de la consultance, de l'expertise, je reste conseiller d'Antoine Sawadogo, encore de moins en moins, mais je l'ai été longtemps en fait, pour la décentralisation et puis des histoires de plus en plus techniques, en fait, de construction technique des communes rurales qui ont été élues. Je vis les premières élections, les deuxièmes. Et pour me soigner en fait, de problèmes très techniques, je commence à enquêter dans les milieux pentecôtistes que je côtoie au Burkina Faso, et le pentecôtisme se développe. Et donc, j'enquête en fait au même moment dans ces églises pentecôtistes qui quelque part me troublent en fait beaucoup, parce qu'elles vont littéralement attaquer de front le système de pensée coutumier que j'avais approché en fait. Et j'enquête énormément. Tous les midis, tous les soirs, en fait, je côtoie les milieux pentecôtistes pendant toutes les missions que je fais sur la décentralisation au cœur de l'État, où quelque part ça me pèse quand même de plus en plus, parce que c'est pas toujours facile, hein. On est au courant d'énormément de données, de dossiers, etc. Et ça pèse, parce qu'il y a des choses parfois qui sont à l'intérieur de l'État et qu'il ne faut pas ébruiter, et ça me pèse quand même. Et donc ces enquêtes sur le pentecôtisme m'aident beaucoup. Et je sors un premier papier, un premier texte en fait, dans une revue française, je ne me rappelle plus laquelle, sur les nouveaux mouvements religieux
à l'époque, et c'est toujours un peu une anthropologie décalée que je propose. Ce n'est plus une anthropologie des systèmes de pensée classiques en Afrique noire, mais c'est Albert Dusurgis qui a lu ce texte-là qui m'invite à la Sorbonne. Et là se retrouvent les Adler dont tu parlais tout à l'heure, Germaine Déterle, non, c'est pas Germaine, c'était, excusez-moi, euh, elle avait travaillé, enfin ça m'échappe. Enfin, une partie de l'anthropologie française, plutôt du côté Sorbonne, qui est là dans le système de pensée en Afrique noire, ça s'appelait comme ça le séminaire, il m'invite et je présente ses travaux et ça passe. Ça passe, il m'encourage en disant écoute, c'est quelque chose d'un peu décalé par rapport à ce que nous, on avait l'habitude, mais ta compétence au niveau de la construction du pentecôtisme à partir du pensée moussi est fantastique. Et ça nous va, et non pas à partir d'une théologie pentecôtiste. Et donc il me pousse à aller beaucoup plus loin, et je reviens assez encouragé. Et dans l'assistance, il y avait, pas 30 personnes, hein, peut-être moins, avait André-Marie. André-Marie, c'est un autre monde. André-Marie vient de l'école des hautes études en sciences sociales, plutôt un monde laïque, et il me dit, Pierre-Jo, tu dois... Enfin, je le dis platement, hein, il me dit, je t'emmène dans un autre monde. Et je pense qu'à l'époque, je dois à André-Marie de m'avoir donné l'audace que Mike m'avait fait rencontrer Jean-Pierre Olivier de Sardan pour m'aider à sortir d'une anthropologie un peu classique. André va me dire, écoute, il faut penser en fait le nouveau mouvement religieux avec toute la puissance que ça va produire dans le psychisme des gens, dans cette sorte de créolisation de la pensée ou d'hybridité de la pensée. Et André va m'amener à l'école des hautes études, et là je vais rencontrer, croiser en fait tous ceux qu'on connaît. Et à un moment donné, je lui explique en fait que je me sens seul à Louvain comme africaniste et que j'ai besoin vraiment d'avoir du répondant. Il me présente à Marie-Josée Jolivet qui avait créé en fait son laboratoire avec l'école, avec le CNRS et avec l'Institut, donc l'ex-Orstom, l'Institut d'études, pardon, l'IRD, l'Institut Recherche en développement. Et elle avait créé un laboratoire important, une soixantaine de personnes au moins, peut-être même plus, qui regroupait les anthropologues plutôt parisiens, liés identité et globalisation. Et je deviens un des rares en fait cooptés, extérieurs en fait à l'époque. Donc je suis un étranger qu'ils acceptent dans leur équipe. Et donc je participe de manière intensive. En fait, je ne manque quasiment aucune rencontre pendant, je crois, une petite dizaine d'années. Et ces années où je passe à côtoyer en fait ces africanistes, mais il y avait autre chose que des africanistes. C'est que là se trouvait l'ensemble des anthropologues qui travaillaient sur l'Amazonie. Et donc je rencontre les Amazoniens, et là ça m'ouvre à d'autres lectures, à autre chose, et c'est pour moi des années où là je deviens boulémique, je lis en fait l'ensemble de plus en plus d'ethnographie alors de terrain, et je me côtoie au niveau. À un niveau d'excellence en fait, dans lequel il faut être en permanence pour pouvoir jouer en fait, dans cette catégorie-là. Et c'est dans cette ambiance-là où finalement les gens que je côtoie, mais il y en a plein en fait, enfin, c'est tous ceux qu'on connaît, qui avaient publié, dont André-Marie, mais il y avait aussi Michel Agier, enfin mais plein. Me pousse à rédiger en fait cette monographie sur les pentecôtistes. Et les pentecôtistes du Burkina Faso, pour moi, donc les pentecôtistes du Burkina Faso, c'est vraiment une monographie où là, je rentre à fond dans de l'ethnographie et dans la rentrée sur un système de pensée. Donc là, je suis dans le psychisme, dans l'imaginaire des gens. Et je tente d'aller à fond dans la description en fait je dirais d'une sorte de situation dramatique en fait, où les gens vont se sortir en fait d'un système de pensée coutumier pour essayer d'aller voir ailleurs. J'étais arrivé à l'explication de l'écriture en fait de cette deuxième monographie en fait. Voire troisième, si je compte les pouvoirs politiques locaux et la décentralisation, mais c'est plutôt la deuxième en fait, dans mon sens à moi. J'étais arrivé à cette, comment on pourrait dire ça, à cette idée que ce livre m'avait entraîné relativement loin au Burkina Faso et que j'avais atteint, je crois, le sommet de ce que je pouvais faire. J'avais le sentiment que j'avais fait
un tour, je m'étais installé dans le village, j'avais construit cette maison vraiment au cœur du village. Et je pense que c'est le moment où je me suis senti le plus proche en fait de ces paysans aussi avec qui je dialoguais énormément. Je me sentais profondément chez moi en fait quand j'étais dans ce village et en paix. Euh, la sortie de ce livre a été la première monographie en langue française en fait sur le pentecôtisme. Et donc j'ai eu pas mal de comptes rendus. Et donc à partir de ce moment-là, mes travaux vont avoir une ouverture beaucoup plus grande. Je vais être invité à raconter beaucoup ce livre, la trajectoire à partir de laquelle je vais construire en fait ce terrain. Et donc ça me donne beaucoup plus d'assurance en fait pour penser à Louvain une vitesse supérieure pour l'anthropologie. Voilà, pour résumer. En sachant que je reste toujours en partie dans ce laboratoire à Paris en même temps. Et donc je commence à avoir mes premiers thésards, dont plusieurs qui sont toujours là au laboratoire. En fait, il y a Jacinthe Mazzochetti qui est arrivé très vite à l'époque, puis il y a Pascal Jamoul qui est prof maintenant aujourd'hui aussi, et à Olivier en fait qui est assistant et qui est dans sa thèse de doctorat aussi. Et donc l'équipe commence à se renforcer, à se former. Et c'est à ce moment-là qu'on décide de créer le fameux, parce qu'il est toujours là aujourd'hui, c'est dans ce sens-là, il est fameux à notre niveau local, je dirais, ce séminaire de laboratoire d'anthropologie. Au début, c'était prospective, au début, c'était tous les mois. Et donc, on se réunit à 5-6, hein, c'est pas plus que ça, et chacun à son tour, on a une thématique et on énonce notre terrain, ce sur quoi on travaille, etc. Et je crois que le début du laboratoire va être une histoire de rencontre. Je pense qu'on va se coopter, on va se rencontrer, et ça va jouer beaucoup. C'est-à-dire que c'est un groupe qui vont avoir en commun l'histoire de cimenter la discipline à Louvain. Je pense que ça va jouer beaucoup. En fait, on est dans le même bain, même s'il y a pas mal d'années qui séparent, quinzaine d'années entre Jacinthe, Olivier et moi. Mais quand même, on vit en fait la même, comment on appelle ça, la même ambiance de vouloir inventer l'anthropologie à Louvain. Alors, ce qui va se passer à l'époque, c'est que finalement, il y aura une opportunité qui va se passer, et donc on va saisir les opportunités de départ de collègues en sociaux, et puis ça va être à l'Institut d'études du développement, où on pourra avoir, disons, des nominations qui n'étaient pas espérées, et on crée alors une masse critique en fait, qui va nous permettre de démarrer un peu plus fort l'anthropologie louvaniste. Bon, voilà, ainsi j'ai raconté cette partie. Alors, dans cette période-là, 2003, Daniel vient de terminer sa thèse de doctorat, donc on est un peu apaisé, mais vous savez, après une thèse de doctorat, il faut trouver un poste, donc on reste quand même un peu au taquet pour qu'elle puisse trouver un lieu pour se positionner. La psychanalyse dans laquelle elle commence à travailler, elle a fait une thèse en psycho et puis elle se rapproche de la psychanalyse, est mal vécue à ce moment-là à Louvain. Et donc elle se délocalise plutôt à Bruxelles, en fait, au centre qui s'appelle Chapelle-aux-Champs, qui dépend de la faculté de médecine et de la psychiatrie. Et c'est là qu'elle commence à travailler. Et donc je dis ça parce que ce sont des rencontres, en fait, qui sont là organisées autour d'une manière plus vaste de penser les sciences sociales et les sciences humaines. Je lis de manière plus intense la psychologie, la psychanalyse, ce que je n'avais pas fait ou très peu précédemment. Et donc je m'ouvre, et ça va m'aider à énoncer en fait les terrains que j'ai faits, notamment les cinq thérapeutiques que j'ai déjà croisés à plusieurs reprises fait dans mes travaux au Burkina Faso. Et c'est avec ce nouveau bagage que je vais me lancer, je dirais pour la première fois, alors que j'étais confronté à l'islam depuis déjà longtemps à l'époque. Sur mes terrains au Burkina Faso, je vais rencontrer en fait de manière beaucoup plus intense en fait la culture musulmane, l'histoire de l'implantation dans les villages où j'ai travaillé. Et pour vraiment m'aider, c'était un dialogue avec Felice D'Aceto, qui est à Louvain, sociologue, qui est islamologue, et qui va me proposer en disant, donc on discute entre nous,
Et il me dit, mais Pierre-Jo, pourquoi tu n'as pas écrit un bouquin sur l'islam? Tu as une connaissance empirique énorme, en fait, de l'islam. Et pourquoi? Et je lui dis, écoute, par rapport au christianisme et au pentecôtisme, j'avais un fond que je comprenais, c'est-à-dire que je connaissais la Bible, j'avais une idée, en fait. Je me sentais dans une proximité plus grande. Ici, j'ignore énormément de choses et ça me trouble. Et on fait un deal, il me dit, mais écoute, je te donne un coup de main, moi ça m'intéresserait d'avoir la... Il me disait l'opportunité d'accompagner un ethnologue et un ethnographe sur le terrain, ce que je n'ai jamais fait. Et je t'aide, moi, à écouter, tu me poses les questions, et si je peux t'aider, je t'aide. Et on a mené, je crois, une dizaine, je ne sais plus combien, une dizaine de missions. Felice d'Aceto et moi, Felice devait avoir au moins une soixantaine d'années à l'époque. Et c'est un compagnon de route, un compagnon de terrain fantastique. Enfin, il est extrêmement à l'aise au Burkina, alors qu'il ne connaissait vraiment pas l'Afrique. Il est extrêmement à l'aise, il est à l'aise avec les villageois, avec moi, même dans des conditions de vie difficiles et précaires. Felice connaît fantastiquement, en fait, de manière très profonde, l'islam, les différents courants de l'islam. Et en tandem, en fait, on arrive à rentrer en contact avec l'islam confrérique dans lequel j'avais vécu à Kulkanka, qui était un islam, c'est les Tidjanes à 11 grains qui étaient là. Et on remonte en fait vers le village fondateur et vers la famille fondatrice en fait. Donc le village de Ramatoulaye dans le nord du Burkina Faso, lieu qui aujourd'hui est absolument impossible d'approcher. Hein. Et donc il y a dans les années 2003, 2005, 2006 je crois, on mène pas mal de missions et progressivement, je crois que le fait que je suis très à l'aise avec l'histoire Mossi, le Moré, Felice avec l'islam, on est reçu en fait par les responsables de la confrérie à plusieurs reprises qui nous racontent en fait de manière assez précise à la fois l'histoire de la confrérie, mais leur rapport aux politiques, leur rapport à la société et aussi le rapport durant la colonisation. Et c'est comme ça que je me lance dans l'écriture en fait de l'islam confrérique au Burkina Faso, qui est un ouvrage à la fois très empirique et qui raconte, si on veut, le rapport que ces villageois entretenaient depuis déjà très longtemps en fait avec l'islam, ce que je n'avais pas mesuré quand j'étais pas suffisamment en fait quand j'étais dans les villages. Et là c'est pour moi je dirais le complément qui me manquait. C'est-à-dire que j'avais vécu avec des musulmans sans trop m'être enfin, j'avais pas suffisamment été attentif à être attentif à eux. Et alors, ma maison dans le village de Kulkanka, le fait que je rentre maintenant de manière... Bon, j'étais rentré à la mosquée fréquemment, c'est pas ça, mais que je rentre et que j'écoute, que je prends note et que je m'intéresse, alors là, je suis vraiment... Enfin, ils sont extrêmement heureux, en fait, de cette évolution de ma part. Alors, ce livre-là, je crois, signe de manière assez forte, je pense, je crois, le fait que je suis bienvenu et bien heureux en fait dans ce village de Kulkanka. Alors ce livre-là a été publié aussi, et ça vaut la peine hein, de le citer, avec l'informateur privilégié de Jacinthe Mazzochetti, qui finalement lui-même était de la même confrérie et qui va nous guider en fait dans certains autres endroits que je ne connais pas. Et donc on va suivre différents talebs, différents élèves en fait de la confrérie dans d'autres endroits. Et Tasséré va nous aider à vivre plusieurs grands pèlerinages dans lesquels nous n'avions pas la possibilité d'aller au niveau de notre temps en fait. Et donc ce livre est vraiment un livre à trois têtes, à six mains. Même si j'ai passé un bon bout de temps à le rédiger, je veux dire, il est vraiment une collaboration. C'est pour moi le premier ouvrage aussi écrit en collaboration profonde, en fait. Et je renouais avec une sociologie du religieux que possédait Daceto. Et c'était une belle aventure, en fait, cette écriture-là. Je pense qu'avec cette écriture-là, je suis tout doucement, de manière relativement inconsciente, je crois, hein, en train de progressivement me dire que j'ai fait le tour du Burkina Faso. Je ne me l'avoue pas. Pourquoi? Parce qu'il faut vous imaginer, il faut s'imaginer que je suis capable d'écrire des articles tels qu'on me le demande quasiment à l'époque, avec pas mal de facilité. Et donc quasiment du jour au lendemain, je suis capable de dire oui à une possibilité, et donc je suis au taquet de tout ce qu'on me demande au niveau des articles. L'idée d'arrêter un terrain comme ça est extrêmement coûteux au milieu de ta carrière en fait. Et donc j'hésite énormément à même oser m'imaginer. Et
je crois que le questionnement va cheminer au moment où, grâce à ce qu'on appelle la chaire Jacques Leclerc à Louvain, qui est une possibilité que nous avons dans le cursus qui maintenant a démarré en anthropologie, d'inviter chaque année 2 professeurs. À Louvain, tu as été invité et ça complète énormément notre cursus. Et notamment à cette époque-là, je connaissais bien entendu, j'avais lu plusieurs de ses travaux. Philippe Descola vient d'être nommé en fait, juste au moment au Collège de France, et je crois que je l'appelle par téléphone, je crois une semaine après, voire 2 semaines après, où j'ai entendu ça à la radio sur France Culture, je ne me rappelle plus. Je l'appelle et je lui demande en fait s'il accepterait de venir parler de ce qu'il esquissait à l'époque, la possibilité, il ne l'appelle pas du tout comme ça, par-delà nature-culture en fait. Il était il énonçait en fait ce que pourraient être les prémices de ces 2 grands axes qui lui permettraient peut-être, il ne savait pas encore très bien, de classer, en fait, de réfléchir à ces différents rapports entre les humains et les non-humains. Et finalement, Philippe Descola accepte. Ça va être pour moi des moments importants, en fait. Je pense qu'il ne se rend, enfin c'est le mal, il ne se rend pas compte, il donne un cours absolument passionnant, d'un niveau absolument incroyable, qui dépasse largement la tête, vu que c'est un cours pour les étudiants, et pas pour les chercheurs, hein, un cours qui donne aux étudiants de Master 1 ou 2. Les étudiants ne pigent pas, il faut dire la vérité, ils ne pigent pas l'enjeu de ce que Philippe Descola est en train de démarrer, d'esquisser. Et donc ils me demandent de reprendre le cours systématiquement après parce qu'ils doivent passer un examen. Donc je prends des notes pour reprendre le cours et donc je redonne sur je ne sais pas combien de temps de midi, 5-6 temps de midi où je reprends chaque période de Philippe Descola et j'essaye comme je peux de réénoncer autrement. Pour moi ça a été une découverte, certes j'avais déjà pas mal de lectures, hein, mais quand même d'une manière inédite, nouvelle, de penser l'anthropologie fondamentale telle que Philippe Descola allait le proposer. Et je me commence à me poser des questions en me disant, est-ce qu'avec ta trajectoire, ton histoire, tu ne pourrais pas commencer à décaler tes lectures ethnographiques, mais aussi terrain, systématiquement, où j'avais lu tout ce qui tombait en plusieurs langues sur les moussis, et commencer à penser autrement, en fait, mon entrée dans le métier en anthropologie. Et je pense que ces moments passés avec lui, vu qu'on a passé finalement pas mal de midi, soir ensemble, m'a permis de réfléchir à l'énonciation de manière autre, sur des comparaisons de monographies, sur une manière de construire un objet très différent. Je réfléchissais à la manière dont il a construit son objet comme philosophe professionnel en fait. Ça m'a beaucoup intéressé, ce qui est très différent de la déconstruction singletonienne, où avec Mike, je n'avais pas pu approcher en fait ce genre de côté extrêmement positif et important en fait dans lequel il se trouvait. Et à partir de là, j'ai associé en fait 2 choses. Et je crois que tout ça a été lié dans la même période. Je me retrouvais au Burkina Faso et j'ai vécu un moment, je crois, de lucidité. Je pense que c'est plus ça parce que je pense que j'avais pas été témoin, j'avais pas été attentif à ça. C'est que je vais littéralement voir devant moi, ou en tout cas prendre conscience devant moi, du fait que la société coutumière et les mariages coutumiers allaient se déliter. Et je commence à énoncer les choses non plus en ethnographe que j'étais, mais plutôt à la manière d'un anthropologue qui compare et qui a une vision beaucoup plus reculée, un peu structurale, comme Philippe Descola l'avait sans doute à l'époque, plus sans doute qu'il hésitait à l'époque entre une anthropologie cognitive, structuraliste. Je me rappelle toutes les hésitations dans lesquelles il se trouvait. Et je pense ce que les villageois me racontent avec tout à fait un autre regard. Ils me racontent que l'alliance coutumière a quasiment disparu, qu'ils n'y pensent plus, ils n'y croient plus. Et j'ai la présence d'esprit de leur demander d'enregistrer à l'époque, oui mais alors, et vous, à quoi servait alors le mariage coutumier? Et donc c'est un système OMA très complexe, enfin tu ne racontes pas le système d'alliance MOSI comme ça en 3 minutes. Et donc moi j'ai Lévi-Strauss dans ma tête, enfin à l'époque tout ce que j'ai appris sur les systèmes de parenté. Et en fait il me raconte une autre histoire. Alors que c'est une évidence, l'échange des femmes chez les MOSI,
et l'invention de la paix est quelque chose de relativement évident. Il y a beaucoup de disputes, ce sont des sociétés guerrières, et donc ils échangent des femmes manifestement pour inventer une paix. Et lorsque je demande aux villageois, lorsque ça s'écroule dans un moment de réflexivité, à quoi ça servait, et ils me disent, enfin quoi, comme si tu ne sais pas à quoi sert le mariage. Je dis non. Alors ils me regardent et ils me disent, mais tu sais, regarde, tu vois cette fille-là, le fait qu'elle soit ici et qu'elle va rentrer chez elle, donc du marché à la village, il y a 2 kilomètres à pied, elle va se trouver un mari elle peut se trouver un homme sur le terrain. Pourquoi? Parce qu'elle est belle, elle attire les gens et tous les regards sont là-bas. Et il m'explique que tu vois maintenant que les alliances coutumières se sont délitées, sont de moins en moins importantes. Il y a ceux qui trouvent à se marier, des garçons ou des filles, et d'autres qui ne trouvent pas. Alors, à quoi ça sert l'alliance? Faire en sorte que tout le monde ait toujours en fait un époux ou une épouse. Et ça commence à me travailler, en fait. Ce sont des questionnements qui sont là en moi, mais que je travaille avec une autre manière de faire. Je ne suis plus uniquement posé moussi à 100%, mais je commence à poser les choses en comparant. Et au même moment, dans ces années-là, Kaiwa, Tsaiwa, comme on dit l'ethnologue assez connu, hein, chinois de Pékin, a terminé sa thèse en fait. Et son ouvrage, je crois qu'il date de fin des années 90, si j'ai bonne mémoire, hein, sur l'ENA de Chine est publié. Et je lis et j'associe au même moment en fait Kaiwa et je suis très étonné des remarques qu'il fait. Ça m'étonne. C'est une société sans père, sans mari. Excusez-moi, oui c'est ça, je ne me trompe pas, mais je veux dire sans alliance formelle en fait. Et donc je me dis, s'il n'y a pas d'alliance et que les Moussis me racontent que l'alliance servait à faire en sorte que tout le monde trouve chaussure à son pied, là où il n'y a pas d'alliance, je vais trouver une situation tout autre en fait. Mais Kaiwa parle peu de tout ça dans sa monographie, si ce n'est dans quelques notes en bas de page où il raconte en fait que certaines femmes Na ont eu la visite de tous les villageois. Donc c'est-à-dire que la nuit, ils viennent frapper et ils enjambent les murets, les portes, ils viennent frapper pour pouvoir passer la nuit avec la femme. Et certaines femmes ont eu les visites de l'ensemble des garçons du coin, et d'autres n'ont pas de visite. Mais il fait que quelques notes en bas de page, sans aller beaucoup plus loin dans la réflexion, point. Il note ça comme un ethnographe, mais il ne va pas plus loin. Mais j'enregistre ça comme étant un problème, en fait, pour moi, où je me dis, mais c'est marrant, c'est comme si c'était le même problème que j'avais connu, que j'avais entrevu au Burkina Faso. Et je commence à émettre, en fait, quelques hypothèses de base de me sortir, en fait, je dirais, d'une ethnographie pure, ethnographe, 20 ans d'ethnographie, 50 voyages au Burkina Faso, 3 monographies écrites, une cinquantaine d'articles sans doute à l'époque, etc. Et je commence à émettre l'hypothèse d'une réflexion tout autre, en fait. Et c'est dans ce problème-là, un peu difficile dans ma tête, où je peux alors me permettre de commencer à penser de laisser tomber le Burkina Faso. Parce que j'avais une autre manière de concevoir mon métier d'anthropologue. Et ce qui va se passer, c'est que je sors un article critique, en fait, à l'égard de l'État burkinabé, cette fois-ci. C'est-à-dire que j'avais travaillé au cœur de l'État comme conseiller d'un secrétaire d'État. J'avais accès à beaucoup d'informations, même des informations confidentielles, pour le dire comme cela, voire j'avais été témoin de multiples choses, disons. Et j'écris un article que je publie, je crois, dans une revue d'anthropologie politique, voire de sciences politiques, qui s'intitule « La gestion coup d'État de l'espace public ». C'est un article qui raconte comment fonctionne en fait une société multipartiste, à parti unique, et j'explique la stabilité en fait d'un parti qui mime en fait le polypartisme. Donc le polypartisme est quasiment un mime à usage des relations internationales, mais dans les faits, c'est un parti unique. Et je raconte comment on peut gérer ça, comment on gère les élections, comment en fait tout est pipé de A à Z. Tout est une question quelque part je dirais, d'allégeance à celui qui a le pouvoir. Et le président du Burkina Faso a le pouvoir à l'époque, c'est un homme puissant,
C'est un homme avec une garnison autour de lui au moins 1 millier d'hommes, etc. Et pour une raison que je ne peux pas expliquer, je suis au cœur en fait, du pouvoir et je comprends comment ça tourne. Et j'écris cet article avec une métaphore en expliquant que ça se passe dans une petite ville, etc. Mais je parle du cœur du fonctionnement de l'État. Et ça ça ne me sera pas pardonné. C'est-à-dire que ceux qui vont me lire comprennent très bien de quoi je parle. Et là, je me rends compte que mes séjours au Burkina commencent à devenir complexes, en fait. C'est-à-dire que j'ai quelques signes que quand même, là, j'ai franchi une barrière, si de l'intérieur, je révélais et où j'expliquais des modes de fonctionnement. Et donc, à partir de cet article qui a été énormément cité, c'est un des articles dont je suis très, très heureux, finalement, de l'avoir écrit, je me rends compte que je suis dans un moment où je dois réfléchir à penser autrement les choses, le terrain. Je crois que j'ai fait le tour. Daniel a de plus en plus peur lorsque je vais au Burkina Faso. Elle commence à craindre pour moi et on discute de plus en plus en disant mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu t'es remis dans des soucis, tu commences à être critique, est-ce que c'est pas mieux de faire un pas de côté? J'ai Jacinthe, Mazzuchetti, Mathieu Elguers qui commence à travailler et qui sortent leurs premiers articles critiques sur le régime, mais je suis là derrière, si on veut. Et donc, j'utilise ces moments pour réfléchir à ce que je pourrais faire. J'hésite. À l'époque, un collègue m'avait réinvité, j'ai raconté ça tout à l'heure, à Lisbonne, et donc nous avons osé, Daniel et moi, renouer avec notre histoire lusophone du Portugal, si vous voulez, de la langue portugaise. Et j'aimais l'hypothèse de retourner dans un monde lusophone qui nous avait profondément marqués, à la fois pour essayer sans doute de résoudre toute une première histoire de ma vie, mais en même temps pour peut-être ouvrir un deuxième terrain. Mais à quel prix et comment? Est-ce qu'on peut ouvrir un deuxième terrain? C'est un tel investissement de tout type que je ne sais pas si c'était possible en fait. Et je cherche des possibilités. Je pense retourner au Mozambique, mais les billets coûtent très cher. La situation n'est pas calmée, donc il y a toujours des tensions entre la Renamo et le parti au pouvoir. Et donc j'hésite beaucoup, et Marie-Josée Jolivet, qui était toujours la responsable en fait, de cette unité de recherche à Paris où j'étais, qui elle travaille en fait en Guinée, comment on appelle ça, en Guyane française, et dans les Caraïbes, m'a dit mais Piaget, comme tu parles créole, tu parles portugais, pourquoi tu ne t'intéresses pas à un pays où il y a peu de francophones qui va, et en tout cas nous les Français, il n'y a quasiment personne. Il n'y a pas d'ethnologues français qui ont été mettre les pieds dans un petit pays qui est le Cap-Vert. Et elle me suggère en fait de prendre un premier billet, et elle me paye le premier billet au Cap-Vert. Elle me dit tu parles portugais, pourquoi pas y aller? Et c'est comme ça que je vais faire ce premier voyage au Cap-Vert. J'y reste 3-4 semaines, fin 2003. C'est absolument fabuleux. Fabuleux parce que je n'y comprends rien. Rien. Tout ce que j'ai vécu en fait en Afrique jusque maintenant, quasiment 20 ans, 15 ans, 20 ans de métier, mais inutile. Totalement inutile. Je n'ai aucun code. Je ne pige rien en fait de cette société. J'arrive là-bas en pleine nuit. J'ai peur de débarquer de l'aéroport, donc je me demande, je me dis je vais loger à l'aéroport, on verra bien demain matin. Pourquoi j'ai les réflexes d'un africaniste qui débarque dans une grande ville que je ne connais pas? Enfin, c'est pas une grande ville, c'est 40 000 habitants, il ne se passe rien, les gens sont aimables, ils prennent mes valises, ils me disent tu veux aller où? C'est tout à fait étonnant. Et puis la manière d'être complètement différente. Le fait de porter le corps, la manière de dire était différente. Et donc je vais m'arrêter ici pour raconter ça après.